Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès el Grande, n'était pas simplement un pharaon de plus dans la vaste lignée des monarques anciens de l'Égypte ancienne. C'était, en soi, une figure monumentale qui incarnait comme peu de pouvoir absolu, de divinité sur terre et de l'ambition impériale apportée à son expression maximale. Son héritage, inscrit dans la pierre et perpétué dans la mémoire collective de l'humanité, a transcendé des millénaires. Aujourd'hui encore, son nom éveille des images vives d'imposés colossi, des temples sculptés dans les entrailles des montagnes militaires et des épopées militaires avec un drame presque mythique. Son règne, qui s'étendait pendant 66 ans impressionnants, depuis 1279 jusqu'à 1213 avant JC. Membre de la puissante dynastie 19, Ramsès II a statué pour une période de changements profonds et de tensions internationales complexes, marquée par la rivalité entre les grandes puissances du Proche-Orient, comme les Hittites, les Mitanniens et les Assyriens. Malgré cela, il savait comment naviguer ces temps convulsifs avec une combinaison de force, de diplomatie et d'une vision stratégique qui l'a élevé au-dessus de plusieurs de ses contemporains. Dès son plus jeune âge, Ramsès était prêt à exercer une puissance suprême. Son père, également le remarquable pharaon Séti, l'a nommé correspondant au cours des dernières années de son propre règne, lui offrant ainsi la possibilité d'acquérir une expérience directe dans les engrenages complexes du gouvernement. En tant que jeune prince, Ramsès a non seulement assisté aux cérémonies et aux protocoles, mais activement impliqué dans des campagnes militaires, dans la supervision des constructions et dans le véritable exercice du pouvoir. Cette formation précoce a non seulement forgé son caractère, mais a révélé une ambition débordante, accompagnée d'une énergie presque inépuisable, qui serait deux de ses caractéristiques distinctives telles que monarche. Une fois promu sur le trône, Ramsès II a rapidement démontré qu'il n'était pas disposé à être un autre roi. Son objectif était clair et ambitieux, consolider l'Égypte comme la superpuissance hégémonique du monde antique et en même temps, immortaliser sa figure à travers des œuvres colossales qui remettent en question le temps. Au cours de son vaste gouvernement, le pays a connu une stabilité interne remarquable et une prospérité soutenue à la fois au niveau économique et culturel. Les arts, l'architecture, la religion et l'administration ont prospéré sous sa protection. Cependant, ce qui distinguait vraiment Ramsès II des autres pharaons n'était pas seulement sa capacité à gouverner, mais son talent extraordinaire pour contrôler l'histoire de sa propre grandeur. Ramsès II a entrepris l'une des campagnes de construction les plus ambitieuses de toute l'histoire égyptienne. Il n'y avait pas de région, du delta du Nil à la lointaine de la Nubie, qui n'a pas reçu l'empreinte de sa mégalomanie sacrée. Il a ordonné d'ériger et de restaurer des temples, des statues, des obélisques et des monuments en quantité jamais vue auparavant. Parmi ses œuvres les plus emblématiques, il y a le majestueux temple d'Abu Simbel, une véritable merveille de l'ingénierie et de la sculpture, sculpté directement dans le rocher vivant. Ce sanctuaire, dédié au dieu et à lui-même, a comme caractéristique centrale 4 colossis de plus de 20 mètres de haut qui représentent lui-même des Ramsès dans une attitude hiératique et divine. Ces personnages n'étaient pas seulement des expressions artistiques, mais des instruments de propagande politique. Ils devaient submerger le spectateur, l'impressionner et lui rappeler le pouvoir presque divin du pharaon, qu'il soit un sujet égyptien ou un ambassadeur étranger. Mais son désir d'omniprésence ne se limitait pas à ses propres constructions. Ramsès a également approprié l'héritage architectural de ses prédécesseurs. Dans de nombreux temples construits par des pharaons précédents, il a ordonné que son nom soit enregistré, l'insérant comme le protagoniste où il n'apparaissait pas auparavant. De cette façon, il a littéralement réécrit l'histoire monumentale de l'Égypte, se plaçant au centre d'une histoire de gloire et de continuité dynastique. Son image a été reproduite à la fatigue, dans les reliefs, les statues, les colonnes, les stèles et les obélisques, toujours accompagnés d'inscriptions qui ont vanté leur courage sur le champ de bataille, sa profonde dévotion religieuse et son rôle sacré en tant que garant du Maté, l'ordre divin de l'univers. L'un de ses plus grands exploits militaires, bien que son vrai résultat soit toujours une question de débat parmi les historiens, a été la célèbre bataille de Kadesh contre les Hittites. Ce concours, raconté en termes héroïques par les vrais scribes, a été plus un instrument de propagande que comme une chronique fidèle. Cependant,
Sa conséquence la plus durable a été le traité de paix qui a suivi, le premier document diplomatique connu de l'histoire, une réalisation qui a non seulement évité les conflits futurs, mais a également cimenté l'image de Ramsès comme un diplomate qualifié en plus d'un courageux guerrier. En fin de compte, ce qui fait de Ramsès II une figure exceptionnelle dans l'histoire des grands leaders du monde antique est leur capacité unique à façonner leur image publique et à perpétuer leur mémoire. Il était un véritable professeur narratif, un brillant politicien et un constructeur infatigable. Il savait que le pouvoir ne réside pas uniquement dans la conquête ou l'administration, mais aussi dans la permanence du symbole. Ramsès II a transformé sa vie en légende et son règne dans une démonstration de l'éternité. Par conséquent, des milliers d'années après sa mort, son ombre continue de se projeter sur les sables du désert et dans les couloirs des musées du monde, comme un témoignage d'une grandeur très construite pour ne jamais s'estomper. À une époque où le mot, qu'il soit sculpté dans la pierre ou chanté dans les temples, possédait un pouvoir aussi grand que n'importe quelle armée, Ramsès II a été révélé comme un professeur absolu de l'art de la représentation. Il a compris, avec une lucidité incroyable pour son temps, que la perception pourrait façonner la réalité politique et sociale d'un empire. Plus qu'un roi guerrier, Ramsès est apparu comme un demi-dieu vivant, une figure presque mythologique dont l'existence était entrelacée de la volonté des dieux. Son image publique a été soigneusement construite comme celle d'un héros invincible dans la bataille, un protecteur infatigable du peuple égyptien et un garant de l'ordre divin, le Maté, sur terre. Mais sa capacité de propagande ne se limitait pas aux inscriptions hiéroglyphiques ou aux monuments colossaux. Ramsès savait comment profiter d'une gamme d'outils et de rituels symboliques pour renforcer leur statut. Les cérémonies religieuses, les festivités publiques, le couronnement et les rituels de renouvellement du pouvoir, et même les mariages diplomatiques ont été orchestrés dans un but précis: consolider leur figure comme l'axe de l'univers politique et spirituel de l'Égypte. Dans un monde où le symbolisme avait un réel poids, chaque geste du pharaon était une affirmation de la suprématie. L'un des exemples les plus illustratifs de cette politique symbolique a été sa pratique de sceller les alliances stratégiques par le mariage. Ramsès a contracté des noces avec plusieurs princesses étrangères, étant l'une des plus importantes de la fille du roi Hittita, un geste diplomatique sans précédent après des années d'hostilité entre les deux pouvoirs. Ces syndicats avaient non seulement une fonction pratique dans la géopolitique du moment, mais ont été célébrés publiquement comme les triomphes personnels pharaons, présentés au peuple égyptien comme des échantillons de déférence que les ennemis du royaume ont donnés à leur majesté. La montée de Ramsès II au trône impliquait non seulement la continuité dynastique, mais marquait le début d'une nouvelle ère pour l'Égypte, caractérisée par la réaffirmation de sa suprématie territoriale et spirituelle. Cependant, son long règne n'était pas exempté de défis, et l'un des plus importants de Provo-del-Norte, la confrontation avec l'Empire hittite émerge. Cette civilisation s'est installée dans la région de l'Anatolie, ce que nous savons aujourd'hui sous le nom de Turquie, représentait une réelle menace pour les intérêts égyptiens à Levante, une région stratégique qui comprenait les territoires actuels de la Syrie, du Liban, de la Palestine et d'Israël. Le Levante était bien plus qu'une simple bande côtière. C'était un couloir vital qui reliait les pouvoirs de la Méditerranée orientale aux civilisations de la Mésopotamie. Les voies commerciales qui ont traversé cette région étaient des artères économiques à travers lesquelles des actifs de très grande valeur circulaient. Des métaux tels que le cuivre et l'étain, les bois nobles du Liban, les vins, les huiles, les chevaux, les tissus de luxe, les armes et également les esclaves. Le contrôle de ces voies signifiait non seulement un avantage économique, mais aussi un domaine politique de première ampleur. Par conséquent, pendant des siècles, Levante a été le théâtre de litiges continus, d'alliances, de trahisons et de guerres entre les grands empires. Dans cette planche géopolitique en tension constante, Kadesh a été élevée, une forteresse de ville stratégiquement située dans un promontoire près de la rivière Gold, dans ce qui est maintenant le territoire syrien. Fortifiée et bien défendue, Kadesh était bien plus qu'une enclave urbaine. Elle représentait un symbole de puissance et de contrôle sur le nord de Levante. Le domaine de Kadesh impliquait une influence directe sur les routes principales qui reliaient l'Égypte à leurs provinces asiatiques et au reste du monde connu. Le différend de Kadesh est ainsi devenu l'axe de l'un des conflits les plus emblématiques de l'Antiquité, la célèbre bataille de Kadesh,
a combattu entre Ramsès II et le roi Hittita Muwatalli II vers 1274 avenue. Bien que l'issue militaire de la confrontation soit une question de débat entre les historiens, certains le considèrent comme une victoire égyptienne, d'autres un tirage tactique ou même un revers déguisé. La vérité est que Ramsès a réussi à transformer cet événement en une victoire symbolique apothéosique grâce à son domaine de l'histoire. Le pharaon a ordonné sa victoire présumée sur les murs des temples les plus importants d'Égypte, comme Karnak, Luxor et Abu Simbel. Les reliefs décrivent Ramsès comme un guerrier héroïque qui, entouré d'ennemis, invoque à main le principal du panthéon égyptien et, avec la force divine en sa faveur, inverse le cours de la bataille. Ces représentations, bien que manifestement idéalisées, remplissaient leur objectif: consolider l'image du pharaon comme l'un des dieux choisis, invincible même dans les circonstances les plus défavorables. En bref, Ramsès II a non seulement compris comment combattre les guerres, mais comment les gagner dans la conscience de leur peuple et de leur postérité. Il savait que le contrôle de l'histoire pourrait être aussi puissant que le contrôle du territoire, et que la mémoire historique pourrait être modelée à travers l'art, la parole et la cérémonie. Dans un monde où la gloire était aussi éphémère que le vent du désert, Ramsès s'assurait de sa pierre. Kadesh, bien que modeste dans les dimensions, était une ville dont l'importance géostratégique l'a transformée en un point nerveux dans le réseau complexe de relations entre les grands empires de l'Ancien Orient. Située dans une plaine fertile près de la rivière Gold, dans la Syrie actuelle, sa véritable richesse ne résidait pas dans ses ressources naturelles ou dans sa puissance militaire, mais à son emplacement. C'était un véritable nœud de communication, un carrefour qui reliait les routes commerciales et militaires qui unit à l'Égypte avec la Syrie, l'Anatolie et le bassin d'Euphrate. Le contrôle de Kadesh signifiait avoir sous dominion l'un des coureurs les plus précieux de la région, où non seulement les marchandises et les caravanes ont coulé, mais aussi le pouvoir politique et l'influence culturelle. Au plus fort du nouvel empire égyptien, à l'ère des conquérants, tels que Thutmose III et Amenhotep II, l'Égypte avait étendu ses frontières au-delà de l'or. Ses souverains, grâce à des campagnes militaires réussies et à une politique de domination efficace, ont réussi à établir un système de vassalage sur les royaumes et les États des villes du Levant. Les annales de leur règne sont pleines de références aux taxes, conquêtes et cérémonies de soumission tenues dans les temples du Nil. Les reliefs monumentaux dans des temples tels que Karnak et Luxor ont toujours montré aux princes de la Syrie l'inclinaison devant la couronne de Pharaon, présentant des offres et reconnaissant leur souveraineté. Cependant, ce contrôle a commencé à s'estomper avec le temps. Les générations après ces grands conquérants ont été affectées par les conflits internes, les crises dynastiques et les changements dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. Cette perte de cohésion a permis à d'autres acteurs régionaux, en particulier l'empire en croissance de Hittita, à profiter de la situation. Los Hittita, un peuple indo-européen organisé à partir de leur capitale à Hattusa, au nord en Anatolie, a commencé à étendre leur influence vers le sud. Profitant du vide du pouvoir laissé par l'Égypte, ils ont avancé sur la Syrie et ont pris le contrôle de plusieurs villes, notamment Kadesh, consolidant leur domaine dans la région et affaiblissant l'ancienne hégémonie égyptienne. La perte de Kadesh n'était pas seulement un problème territorial ou économique, c'était un affront symbolique d'une grande ampleur. Il représentait une blessure ouverte dans la fierté égyptienne, une marque de désintégration avant ce qui était autrefois un empire qui domine du Nil à l'Euphrate. Les temples sud ont continué à évoquer un passé glorieux dans lequel l'Égypte a régné avec du point de fer sur les terres d'Asie, et chaque représentation de la Syrie soumise était une accusation muette contre la perte actuelle de pouvoir. La récupération de Kadesh n'était donc pas seulement un objectif militaire, c'était une mission de restauration historique, de revendiquer le pouvoir pharaonique aux dieux et devant le peuple. Lorsque Ramsès II a accédé au trône en 1279 avant JC, l'Égypte était toujours une puissance respectée, mais n'est plus incontestable. Les décennies précédentes avaient été marquées par un revers diplomatique et territorial progressiste. Au moins 20 ans, le jeune pharaon a parfaitement compris qu'il avait besoin de faire un acte de grande résonance pour consolider son autorité à la fois en interne et dans l'arène internationale. Malgré avoir mené des campagnes en Nubie, au sud de l'Égypte, et dans les régions de la Palestine,
Aucun de ces éléments n'avait capturé l'imagination du peuple ou démontré son ambition de restaurer la gloire impériale comme une offensive contre le plus grand ennemi de l'Égypte dans le nord ferait dans le nord, les Hittitas. C'est ainsi que, dans la 5e année de son règne, vers 1274 avant JC, Ramsès II a entrepris ce qui serait la campagne militaire plus audacieuse et la plus importante de sa carrière. Une grande expédition à l'échelle dont l'objectif principal était de récupérer le Kadesh et de réaffirmer la suprématie égyptienne dans la région de Levante. Ce ne serait pas une incursion mineure ou une campagne punitive. C'était une entreprise colossale, prévue avec une rigueur militaire et politique, qui impliquait des dizaines de milliers d'hommes, une logistique complexe et un récit soigneusement conçu pour présenter Pharaon en tant que restaurateur de l'ordre perdu. Les préparatifs ont commencé des mois avant la Mars. L'Égypte a mobilisé un contingent massif de soldats, de voitures de guerre, d'animaux de charge, d'unités de soutien logistique, de scribes et de diplomates. L'armée a été organisée en 4 grandes divisions, chacune nommée en l'honneur de l'une des principales divinités du panthéon égyptien, Amon, Ra, Ta et Set. Cette division a non seulement répondu à un besoin tactique, mais aussi à une stratégie de légitimation symbolique. En marchant sous les bannières des dieux, chaque partie de l'armée a évoqué le soutien spirituel du divin. Ce n'étaient pas des soldats simples, c'étaient des extensions de la puissance des dieux sur terre, et le pharaon était leur représentant maximum. Ramsès II n'a pas délégué la direction de l'expédition. Au contraire, il dirigeait personnellement la division d'Amin, considéré comme le principal et le plus puissant, directement associé à l'autorité suprême du dieu protecteur de Thèbes. Ce choix n'était pas fortuit. À la tête des troupes les plus prestigieuses, Ramsès a projeté une image de souveraineté active, de courage et de leadership personnel. Il n'était pas seulement un roi qui a envoyé de son palais, mais un guerrier qui s'est battu côte à côte avec ses soldats, guidé par la foi et le mandat sacré de restaurer l'ordre. Avec l'armée divisée en ses 4 forces, chacune avec ses propres fonctions, de l'infanterie lourde aux voitures de guerre lancées par des chevaux rapides et des archers hautement qualifiés, la marche au nord a commencé. C'était une opération complexe, non exemptée de dangers, dans des territoires lointains et souvent hostiles. Mais chaque étape vers Kadesh était également un pas vers l'immortalité du pharaon, qui cherchait, par le biais de cette entreprise, non seulement pour récupérer une ville, mais pour inscrire son nom dans l'histoire en tant que restaurateur légitime de l'Empire égyptien. L'armée a traversé la Palestine dans une marche lente mais ferme. En cours de route, Ramsès a réaffirmé les alliances avec les villes vassales et les royaumes subordonnés. Son pas était imposant, conçu pour impressionner les ennemis et les alliés. Mais à l'approche de Kadesh, la situation est devenue de plus en plus incertaine. Pendant ce temps, le roi Muwatalli II des Hittites n'est pas resté inactif. Conscient de la réputation et de l'ambition de Ramsès, il a conçu une stratégie non basée sur la force brute, mais sur la ruse et la tromperie. Il savait que son armée, bien que puissante, était loin du cœur de Hittite et devait agir avec précision. Il avait un avantage, la capacité de coordonner une coalition multinationale d'alliés syriens, cananéens et anatoliens, qui fournissait une cavalerie, des troupes légères et des voitures de guerre supplémentaires. Muwatalli a caché la majeure partie de son armée au nord de Kadesh, à l'extérieur du champ visuel égyptien, protégé par la géographie. Là, il a concentré plus de 35 000 soldats et 2500 voitures de guerre, formant une force mobile et mortelle. Son intention était claire, diviser et gagner, profitant de la confiance excessive du jeune pharaon. Pour ce faire, il se tourna vers subterfuge. Il a envoyé 2 espions déguisés en bédouins, qui sont passés des déserteurs et ont volontairement remis aux troupes de Ramsès. Dans ces faux témoignages, ils ont affirmé que l'armée hittita était loin, marchant du nord, et que Kadesh était faiblement défendu. Ramsès, pressé de la victoire et confiant dans sa supériorité, a pris une décision imprudente. Il a progressé rapidement avec sa division d'Amin, laissant les divisions de Ra, Ta et Adékalé. Les rapports n'ont pas été reconfirmés. Aucun explorateur n'a été envoyé. Le pharaon est tombé dans le piège. Ramsès a atteint le voisinage immédiat de Kadesh à midi. Il a établi son camp dans une position soi-disant sur près d'Oronte.
Mais cet après-midi calme a été interrompu par un grondement à l'horizon. Un nuage de poussière, des milliers de roues, des casques, des lances, des cornes et des tambours ont annoncé l'attaque à Itita. Le premier coup est tombé sur la division RA, qui a marché sans attendre une embuscade. La surprise a été totale. Les voitures hittites ont percuté de vitesse, traversant les rangs égyptiens et détruisant la formation avant de pouvoir se regrouper. Ce qui a suivi était une scène du chaos. Des soldats égyptiens fuyant, des voitures en feu, des cris d'officiers dépassés par le bruit du combat. Les Hittitas se sont avancés directement vers le camp de Ramsès. Le magasin royal était entouré. Le pharaon a été capturé. Tout indiquait que l'Égypte perdrait non seulement la bataille, mais peut-être son souverain. C'est alors que Ramsès, selon les enregistrements égyptiens, est devenu un héros et un symbole divin. Il a installé sa voiture de guerre, a invoqué Amun et ne se jeta qu'au combat. Le poème du Pantore dit que Ramsès était comme Montu, le dieu de la guerre, au combat. Sa fureur était un feu, sa lance une foudre. Avec le chaos autour de lui, il a organisé une défense désespérée. Certains soldats sont revenus se battre à leur côté, inspirés par leur courage. Après des heures de combat, les renforts ont commencé à arriver. Tout d'abord, un détachement de la division Ptah. Ensuite, un contingent allié envoyé par les princes d'Amurru, qui étaient restés fidèles à l'Égypte. Les Hittites, surpris par la résistance égyptienne et craignant une contre-offensive, se retirent de l'autre côté de l'Or, sans capturer Kadesh ni détruire l'armée ennemie. La bataille avait été féroce, chaotique et inachevée. Ramsès n'a pas réussi à récupérer Kadesh. Muwatalli n'a pas détruit l'armée égyptienne. Les deux parties ont subi d'importantes victimes et le contrôle territorial n'a pas changé considérablement. Du point de vue militaire moderne, c'était un match nul. D'un point de vue géostratégique, c'était une bataille de résistance plutôt que de conquête. Mais pour l'histoire égyptienne, ce n'était pas une cravate, c'était une épopée glorieuse. Ramsès, habile dans l'art de la propagande, a converti le récit en légende. Il a envoyé pour sculpter et enregistrer l'histoire sur les murs de temples tels que Abu Simbel, Karnak, Luxor et le Ramesséum, créant une image de lui-même en tant que leader invincible, choisi par les dieux, sauveur de son armée. Même lorsqu'il n'a pas obtenu la ville, Ramsès a remporté le récit. Et parfois, dans l'histoire des empires, la perception compte autant que la victoire.